Et c'est quoi le problème ce matin, Félix Mathieu? Combien de SMIC pour... parce qu'on parle beaucoup des hauts salaires aujourd'hui, avec le débat actuel et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Combien de SMIC pour faire un salaire de footballeur? Les très grosses sommes choquent beaucoup de gens en période de mercato. Et oui, si on prend le joueur du PSG le mieux payé, Ousmane Dembélé, il touche 1 500 000 euros bruts par mois selon les estimations de l'équipe. Ça représente plus de 830 SMIC pour jouer au foot. Et encore, ces petits joueurs, passez-moi l'expression, par rapport à l'époque Kylian Mbappé au PSG, l'attaquant star à l'époque était à 6 millions par mois, soit plus de 3300 SMIC. En rejoignant le Real Madrid, Mbappé a plus que réduit de moitié son salaire. Pour autant, bon, tout va bien pour lui quand même. Il reste le joueur le mieux payé de la Liga espagnole, malgré cette chute donc de salaire toute relative. Il voulait partir au Real, surtout pour des raisons sportives, évidemment. C'est pas pour l'argent qu'on choisit de quitter le PSG et son actionnaire qatari. Oui, PSG qui, Félix, écrase le classement, le match des meilleurs salaires en Ligue 1. Oui, c'est bien simple, Jean-François. La saison dernière prenait les 12 meilleurs salaires du championnat français. Eh bien, les 12 étaient des joueurs du PSG. Évidemment, ils l'ont volé à personne. C'est le prix qu'un club est prêt à mettre pour s'offrir un talent rare. Après tout, est-ce qu'ils ont moins de mérite de gagner ça en jouant au foot plutôt que s'ils avaient juste eu à faire fructifier un gros héritage? Chacun peut en juger. Mais tout ça pose aussi quand même la question sportive. Est-ce que le Qatar et les autres pétromonarchies du Golfe ne tuent pas un petit peu le match à tous les niveaux avec ce flot d'argent? On a une Ligue 1, on le disait, archi dominée par le PSG. Mais il y a presque aussi maintenant une question de concurrence entre nos vieux championnats européens et ceux du Golfe. C'est l'exemple de ces jeunes joueurs de l'équipe de France Espoir qui préfèrent partir en Arabie Saoudite. C'est plus seulement ça, un truc de vieille gloire en fin de carrière. Pour la première fois, lors du rassemblement de l'équipe de France Espoir en septembre, eh bien 3 des jeunes joueurs étaient issus du championnat saoudien. Allez, merci mon cher Félix. Bonjour à vous Vincent Chaudel. Bonjour. Fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Vincent, franchement, le football est-il, on va le dire, déconnecté avec de tels montants? Est-ce que ces chiffres ont du sens? Vous savez, ce débat, il résonne aujourd'hui avec le débat politique autour, on va pas parler de ça, on va parler des footballeurs, mais vous savez, faut-il taxer, oui ou non, les grandes fortunes, les ultra-riches? Alors le foot? Le foot, le président Hollande avait eu l'idée de taxer tous les revenus au-delà du million d'euros, et donc il avait été très concerné, le football. Mais le football n'est que le reflet de la société, le reflet des équilibres ou des déséquilibres. En fait, ce qui se passe quand Félix présente le fait que des jeunes joueurs partent en Arabie Saoudite pour de l'argent, c'est ce que les Brésiliens ou les Argentins ressentent ou ont ressenti pendant des décennies quand nous, Européens, on venait chercher les meilleurs talents. Pourquoi? Pour de l'argent. Donc, il faut juste comprendre une chose, c'est que cet argent, et Félix l'a bien dit, il n'est pas volé par les joueurs. Il est le reflet d'une économie et d'un rapport de force. Si on regarde bien, les clubs qui payent le plus les joueurs sont les clubs qui ont un chiffre d'affaires très important et beaucoup de public. Je mets Monaco à part parce que Monaco a une fiscalité qui permet de compenser un manque de public. Mais globalement, c'est ça, c'est-à-dire dis-moi combien de spectateurs tu peux avoir, combien d'entreprises tu peux avoir qui te soutiennent, et je te dirai quelle masse salariale tu peux avoir. Oui, c'est le même phénomène autour du monde économique. Félix Mathieu. C'est la seule raison, ça, pour laquelle le Qatar est prêt à tant investir dans le foot français ou européen, en l'occurrence pour nous dans le PSG, le fait qu'il ait un retour sur investissement, c'est juste ça, ou il y a une question plus vaste d'influence? Il y a 2 dimensions. Évidemment, il y a une dimension économique. Quand vous achetez quelque chose 70 millions d'euros et qu'après vous avez investi 1,5 milliard et que ça vaut 4,2 milliards, vous n'avez pas fait une mauvaise affaire financière. C'est pareil à Manchester City. Manchester City, globalement, le club, entre l'investissement, le rachat et l'investissement du club, on va dire à 2,5 milliards, 3 milliards, et aujourd'hui ça vaut 5 milliards. Donc il y a un aspect financier, mais il y a clairement une partie de monopoly, c'est-à-dire de géopolitique qui se joue. Le Qatar, quand il rachète le PSG, c'est un émirat qui est grand comme la Corse, qu'on ne sait pas situer sur la carte du monde d'une façon générale, et après la Coupe du Monde 2022, tout le monde sait où c'est. C'est d'ailleurs pour ça que l'Arabie Saoudite, son grand voisin, c'est un peu comme le Luxembourg pour nous Français.
c'est un peu a pris ombrage de cette efficacité-là et a décidé d'aller dans le sport. Mais c'est pas nécessairement les pays du Golfe qui ont déséquilibré le tout. Rappelons-nous que Zidane en 2001 part de la Juve au Real Madrid pour 75 millions d'euros. Ça sera encore aujourd'hui un des plus gros transferts. Donc, oui, c'est une vitrine, vous dites. C'est une vitrine pour le Qatar, finalement, à travers nous. Hein. C'est un peu compliqué, c'est de la géopolitique. C'est une vitrine. Le sport est une vitrine d'une façon générale. Quand on accueille les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est pour montrer la grandeur de la France. Donc tous les États jouent avec le sport comme élément de vitrine ou comme élément d'influence ou de représentation. Les performances de l'URSS à l'époque étaient pour montrer la grandeur soviétique. Donc ça, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est un phénomène nouveau, c'est que ces pays qui étaient en dehors de la carte il y a 20 ou 30 ans, maintenant l'utilisent et ils en ont les moyens. Et ça nous déséquilibre. Mais on pourrait faire le même constat sur la Formule 1, par exemple, où on avait beaucoup de grands prix en Europe et puis ces grands prix partent à l'Est tranquillement. Félix Mathieu. Est-ce que pour garantir une sorte d'équité, pour ne pas tuer le suspense dans les championnats nationaux comme la Ligue 1, est-ce que ce serait imaginable une sorte de plafonnement des budgets pour garantir une équité entre les clubs, pour éviter d'en avoir un qui gagne tous les ans ? Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une économie fermée. On n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien demander au PSG de ne pas avoir plus de budget que ça. Mais alors, il faudrait accepter qu'il ne gagne plus en Coupe d'Europe. Ou alors, il faudrait que ce soit partout comme ça en Europe. Le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les grands championnats, vous avez des clubs qui sont surpuissants financièrement, capables d'avoir les meilleurs joueurs. Et alors, il y a un décrochage. C'est-à-dire qu'en fait, le sport américain joue avec ses caps, avec ses limites. Mais il n'a qu'un niveau de compétition. Nous, en Europe, on a deux niveaux de compétition. Le niveau domestique et le niveau continental. Et c'est ça le problème. Donc, soit vous êtes équilibré au niveau local et vous êtes déséquilibré et inférieur au niveau européen, ou l'inverse. Vincent Chaudel, vous évoquiez tout à l'heure l'Arabie Saoudite. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, et c'est Félix Mathieu qui m'a suggéré cette question, que nos jeunes joueurs filent directement en Arabie Saoudite et que ça se passe ailleurs finalement ? Ce serait quelque part le prochain mouvement, vous voyez ? En fait, on a eu un premier mouvement, mais qu'on avait vu déjà avec les États-Unis ou la Chine, où on avait des joueurs de fin de carrière qui partaient. On peut se rappeler, dans les années 70, des Beckenbauer, des Cruyff, qui partaient aux États-Unis, des Pelé aussi, pour la fin de carrière, une fin de carrière monétairement intéressante. On a eu ce phénomène-là aussi en Arabie Saoudite, mais effectivement, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes joueurs qui partent. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'on ait des très jeunes joueurs qui partent, prendre beaucoup d'argent et revenir en Europe, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est le Graal sportif. Maintenant, il faut faire attention. On a vu cet été qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs. On ne peut pas enlever l'hypothèse que la FIFA essaye d'organiser une NBA mondiale du football, c'est-à-dire en embarquant les grands clubs de tous les continents. Alors, si c'est le cas, aller en Arabie Saoudite ne sera pas nécessairement un mouroir pour votre carrière ou juste un intérêt économique, mais ça pourrait être aussi un intérêt sportif. Ultime question avec vous, si vous le permettez, Vincent Chaudel. Est-ce que il y a le Qatar avec le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on peut imaginer demain d'autres clubs en France avec un investissement aussi massif et d'autres Paris Saint-Germain avec ce scénario-là? D'autres Paris Saint-Germain, il y en a déjà, il y en aura d'autres. La question, c'est de savoir qui est propriétaire finalement. Mais on a les Émirats Arabes Unis qui sont à Manchester City. On a désormais l'Arabie Saoudite qui est à Newcastle. Donc en fait, il y a une partie de Monopoly, mais qui joue plutôt au niveau continental. Le Qatar a eu une bonne idée d'investir à Paris parce que c'est plus facile d'aller en Ligue des Champions en France que d'y aller en Angleterre, par exemple. Parce que avec 850 millions d'euros de budget, vous êtes 34 fois plus important que le dernier. Et donc, ça vous laisse une marge. Et ça veut dire que vous pouvez plus vous concentrer sur les matchs européens que sur les matchs domestiques. Et ça, c'est pas possible en Espagne parce qu'il y a le système de socios. Vous ne pourrez pas avoir le Real, vous ne pourrez pas avoir le Barça, mais c'est possible dans d'autres championnats, c'est possible. Alors, on ne peut pas exclure à un moment donné qu'il y ait de gros investissements dans les clubs italiens.
On a la Juve qui est dans le groupe, dans la famille Agnelli Fiat depuis toujours, mais on peut avoir ce genre de schéma en Italie, en Angleterre. Il y a moins maintenant, les propriétaires anglais sont minoritaires en première ligue. Et les choses évoluent bien sûr au niveau continental. Merci pour cet éclairage précieux, Vincent Chaudel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Observatoire du Sport Business et infiniment merci Félix Mathieu pour ce sujet qui est très passionnant et très dans l'air du temps également. Allez, à suivre.